Callie avait cette façon de rendre la vie cinématographique. La façon dont elle se déplaçait dans notre appartement, fredonnant de cette voix légère et aérienne. La façon dont son rire filtrait à travers les pièces comme des carillons éoliens captés dans l'air printanier. Elle a tout soigné, nos meubles, nos vacances, même nos routines avec une telle intentionnalité. J'avais parfois l'impression de vivre dans sa vision de la vie, une bobine parfaitement étalonnée en couleurs. Mais cela ne me dérangeait pas. Pendant 4 ans, nous avons partagé un rythme. Pas parfait, mais stable. Pas de match hurlant, pas de vaisselle brisée, pas de nuit sur le canapé, juste nous. Alors, quand elle m'a dit qu'elle voulait rendre visite à Harper pour se ressourcer, je n'ai pas bronché. Je n'ai pas entendu de sonnette d'alarme. Je l'ai juste embrassée sur le front, j'ai porté son sac jusqu'à la voiture et je l'ai vu disparaître à travers la sécurité de l'aéroport. Elle se tourna une fois pour saluer, ce doux sourire aux lèvres, et dit « N'oublie pas d'arroser les plantes succulentes. » Comme si c'était la seule chose en jeu. Les premiers jours ont été calmes mais doux. Nous nous sommes envoyés des textos comme si nous sortions à nouveau ensemble. Cadeaux idiots, photos aléatoires, réflexions rapides sur vos notes. Elle m'a fait un FaceTime depuis la cuisine de sa sœur alors qu'elle portait un de mes sweatshirts. J'ai pris des captures d'écran de ce moment, je les ai sauvegardées comme des cartes postales d'un voyage auquel je n'étais pas. Puis les choses ont changé. Du coup au début, moins de SMS, des appels plus courts, des délais de réponse. Le FaceTime s'est complètement arrêté. Quand je lui demandais comment elle allait, elle répondait simplement « bien », suivi de points de suspension. Puis, sorti de nulle part, le message est arrivé. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour réfléchir. 7 mots. C'est tout ce qu'il a fallu. Je l'ai lu 3 fois avant même de le traiter. Il est temps de réfléchir à quoi? À propos de nous? À propos d'elle? À propos de lui? Y avait-il un lui? J'ai regardé le message, mes pouces planant sur le clavier comme s'il pouvait taper la bonne réponse. Au lieu de cela, j'ai renvoyé un seul mot. D'accord, je détestais ce mot. Cela semblait conforme. Faible. Mais que pourrais-je dire d'autre? Les jours suivants furent flous. Je suis allé travailler, je suis rentré à la maison, j'ai mangé de la nourriture au micro-ondes, je me suis assise dans notre lit, ses oreillers portant toujours la forme de son absence. L'appartement semblait plus petit, plus froid, comme si même les murs se préparaient à de mauvaises nouvelles. Ces plantes ont commencé à se flétrir. J'ai oublié les plantes succulentes une fois, peut-être 2 fois. Je m'en fichais. Des amis lui ont demandé comment elle allait et j'ai répondu de la même manière. Elle avait juste besoin d'espace. C'est l'heure des filles. Vous savez comment c'est. Mais je ne savais pas comment c'était. Je devinais, feignant le calme, tandis que chaque partie de moi bourdonnait de questions sans réponse. Ma mère m'a appelé, bien sûr. Les mamans ont un radar pour ce genre de choses. Alors, comment se passe le voyage? Demanda-t-elle vivement. Je parie qu'elle s'amuse bien avec Harper. J'ai menti entre mes dents. Ouais, elle va bien. Beaucoup de yoga et de promenades sur la plage, apparemment. J'ai avalé difficilement après l'avoir dit. Cette image d'elle marchant le long d'une côte lointaine alors que je restais chez moi comme une valise oubliée me rendait malade. Dès la 2e semaine, j'ai complètement cessé de l'entendre. Pas de SMS, pas de like sur mes posts, rien. Ces réseaux sociaux se sont transformés en une toile vierge. Son dernier message était toujours cette photo de nous de mon anniversaire. Je souris comme une idiote, ses bras autour de moi comme si elle le pensait. J'avais regardé cette image tellement de fois que je pouvais la recréer les yeux bandés. Maintenant, c'était comme un mensonge figé en pixels. J'ai appelé Harper une fois. Elle n'a pas répondu. J'ai laissé un message vocal disant que je venais juste de m'enregistrer et que j'étais inquiet. Aucune réponse. J'ai commencé à me sentir comme un étranger pressant mon visage contre la vitre de mon propre mariage. Les nuits étaient les pires. Je me retournais instinctivement pour la tenir, seulement pour trouver des draps froids. Ses sens s'attardaient encore faiblement sur l'oreiller comme un fantôme. Je n'ai pas pleuré. Je le voulais, mais j'avais l'impression que les larmes n'avaient pas encore reçu le mémo, attendant toujours la confirmation que c'était réel. Le silence de Callie n'était pas seulement déroutant. Cela a été calculé. Ce n'était pas le silence brut et frénétique de quelqu'un qui souffre ou se débat. C'était précis, délibéré, comme quelqu'un qui aurait répété comment disparaître sans laisser de sang sur le tapis.
Chaque recoin de l'appartement murmurait son nom. Ses livres sur l'étagère étaient à moitié lus et mis en favoris. Sa tasse à l'anse ébréchée qu'elle refusait de jeter. Même la playlist qu'elle mettait pendant qu'elle faisait le ménage était diffusée au hasard un jour à partir d'un haut-parleur défectueux. Et je suis resté là, dans la cuisine, paralysé. À la fin de la 3e semaine, j'ai arrêté de faire semblant. J'ai arrêté de mentir à mes amis. Lorsqu'ils m'ont demandé, j'ai répondu, je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Je pense qu'elle est partie. Certains semblaient choqués. D'autres évitaient le contact visuel, comme si mon effondrement pouvait être contagieux. Un soir, je me suis assis par terre dans notre chambre avec notre album de mariage. Cali avait insisté pour que le livre soit relié en cuir, avec des pages épaisses et de l'or en relief. Chaque photo était une trappe. Elle dans cette robe, les yeux brillants, je la regarde comme si elle était la dernière bonne chose au monde. Des vœux qui semblaient éternels à l'époque ressemblaient désormais au scénario de quelqu'un d'autre. J'ai fermé l'album et je me suis assis contre le mur à regarder la bague à mon doigt. Je ne l'avais pas enlevée. Je ne pouvais pas. C'était comme admettre quelque chose de définitif. Mais cette nuit-là, je l'ai enlevée lentement, je l'ai posée sur le sol à côté de moi et j'ai juste respiré. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace. Ce qu'elle n'a pas dit venait de moi. Et maintenant, pour la première fois depuis le mariage, j'ai réalisé que je vivais dans une histoire où je n'étais peut-être pas l'homme principal. Je n'étais qu'une garantie, un entracte dans le montage du retour au passé de quelqu'un d'autre. Mais quelque chose en moi a changé cette nuit-là. Si Cali voulait de l'espace, elle pourrait l'avoir. Tout cela. Chaque kilomètre entre nous. Chaque seconde de silence. Je lui donnerais ce qu'elle demandait. Mais je ne serais pas là à attendre. Qu'elle revienne. Elle m'a fantôme. Ma femme, mes vœux de mariage, mon partenaire de café du dimanche matin, mon édredon du milieu de la nuit, mon fantôme comme un mauvais rendez-vous provenant d'une application qu'elle n'a même jamais utilisée. Ce n'était pas seulement le silence, c'était à quel point il était propre, précis, comme si elle s'était effacée de l'histoire sans laisser de traces sur la page. Au début, je me suis dit que c'était le stress. Peut-être qu'elle était dépassée. Peut-être que Harper S. Place n'avait pas de service. Peut-être qu'elle a laissé tomber son téléphone dans l'océan. J'ai trouvé une centaine d'excuses différentes. C'est fou de voir comment l'esprit travaille au fil du temps pour préserver ce que le cœur n'est pas prêt à enterrer. Mais de jour en jour, la réalité a commencé à décoller les couches. Et ce qu'il y avait en dessous n'était pas l'incertitude. C'était un abandon. J'ai envoyé un message tous les matins. Rien de dramatique, juste bonjour. Je t'aime. Puis le soir, quelque chose de simple comme « J'espère qu'aujourd'hui a été gentil avec toi ». Je n'essayais pas de lui faire pression. J'essayais de lui rappeler ce que nous avions, ce qu'elle avait demandé lorsqu'elle avait dit oui. Mais ils sont restés sans réponse, un par un, laissés en lecture comme un cimetière numérique d'affection. Sa messagerie vocale était toujours active. J'ai laissé un message, un seul, disant que j'étais inquiet et qu'elle me manquait. Ma voix s'est brisée à mi-chemin et j'ai raccroché avant que la situation n'empire. Je n'en ai jamais laissé un autre. Je ne pouvais pas supporter de paraître si désespéré. Puis ces réseaux sociaux se sont éteints. Pas de nouvelles histoires, pas de mise à jour, pas même un like sur la photo de bébé ou le message d'anniversaire de quelqu'un. C'était comme si elle avait disparu dans le brouillard et m'avait laissé derrière elle, tenant une bougie. J'ai demandé à nouveau à Harper, je l'ai appelé, lui ai envoyé des SMS et même lui ai envoyé un message sur Facebook. Rien. Le silence s'est répandu comme de la moisissure, touchant tout. Chaque heure qui s'écoulait sans un ping ou une notification donnait l'impression qu'un centimètre supplémentaire s'enfonçait dans les sables mouvants. Les gens autour de moi ont commencé à le remarquer. Des amis abordaient le sujet sur la pointe des pieds comme s'il s'agissait d'une honte privée. Même mes collègues m'ont demandé « Et, tout va bien à la maison ?» Avec cette gentillesse maladroite qui me donnait envie de crier, je leur ai donné la version organisée. Elle prend juste le temps de se ressourcer. Je ne pouvais pas dire la vérité. Je ne pouvais pas dire « Ma femme s'évapore et je ne peux même pas retracer la vapeur ». Le pire, c'était ma mère. Elle n'arrêtait pas de demander comment allait Cali. Dis-lui que je lui ai dit bonjour. Elle gazouillait pendant les appels téléphoniques. Et à chaque fois, je souriais les dents serrées et je mentais. Elle va bien, juste occupée. Vous savez comment sont les sœurs. Ensuite,
Je raccrochais et m'asseyais dans le noir, me demandant si j'étais toujours un mari ou si je jouais simplement à me déguiser dans une vie qui ne me convenait plus. Il y a eu ça une nuit. Je m'en souviens trop clairement. J'étais allongé sur le canapé en train de regarder un film inoubliable avec des explosions et des poursuites en voiture, essayant juste de ressentir autre chose que le vide. J'ai regardé la photo du mariage au-dessus de la cheminée. Sa main était dans la mienne. Sa tête s'appuya sur mon épaule comme si elle ne voudrait jamais être ailleurs. Et j'ai murmuré, « Où es-tu allé, à personne ?» Je pouvais presque entendre sa réponse. « Je suis parti il y a longtemps. » Vous ne l'avez tout simplement pas remarqué. Cette phrase, cette réponse imaginaire m'a hanté pendant des jours. J'ai commencé à tout remettre en question. Étais-je trop en sécurité? Trop prévisible? Notre routine était-elle trop ennuyeuse? Je pensais que nous étions contents. Nous avions des traditions dominicales, des plaisanteries intérieures. Nous avons partagé des listes de lecture Spotify. Elle m'envoyait des mèmes à 2 heures du matin. Je pensais que ces choses signifiaient quelque chose. Je pensais que je voulais dire quelque chose. Mais maintenant, je ne méritais même pas un au revoir. Je relis d'anciens messages. J'ai parcouru toutes les photos que j'ai pu trouver de nous. Je cherche des signes que j'ai manqués. A-t-elle toujours semblé distante dans ce sourire? Ce bras autour de la taille était-il juste une habitude? C'est un terrier de lapin dangereux. À la recherche de fissures et de souvenirs. Vous commencez à réduire le bien juste pour expliquer le mal. Même mon corps a commencé à le ressentir. Je ne dormais pas. Je ne mangeais pas beaucoup. Je mangeais de la nourriture comme si elle m'avait trahi aussi. Le lit ressemblait à une punition. J'ai commencé à dormir sur le canapé, entouré de couvertures à moitié pliées à la lueur de la télévision. Tout pour étouffer le silence assourdissant. Une nuit, j'ai trouvé nos vœux de mariage dans le tiroir de mon bureau, soigneusement pliés, écrits de sa main en boucle à l'encre dorée. Je les lis à haute voix dans la salle vide. Je promets d'être votre ancre dans les tempêtes et votre voile dans les eaux calmes. Je promets de te tenir la main quand tu seras perdu et de rire avec toi quand nous serons retrouvés. Je ne choisirai jamais le silence quand tu auras besoin de ma voix. Je ne choisirai jamais la distance quand tu auras besoin de mon cœur. J'ai ri en arrivant à cette dernière ligne. C'était amer, presque un aboiement. Tu n'es pas seulement distante, Cali, dis-je à voix haute. Tu es parti. Ces mots ressemblent désormais à une fiction. Un monologue dans une pièce de théâtre où l'acteur a quitté la scène au milieu d'une représentation et n'est jamais revenu. J'aurais pu me mettre en colère. J'aurais peut-être dû, mais je n'ai pas ressenti de rage. Je me sentais effacé comme si quelqu'un avait mis sur pause notre mariage pendant que je parlais encore. J'étais un cadre figé dans une vie qui ne cessait de se tamponner. Les gens parlent du chagrin comme si c'était une explosion. Fort, désordonné, des flammes partout. Mais ce n'était pas un incendie. C'était une engelure, lente, engourdie. Et au moment où vous remarquez qu'il manque quelque chose, le mal est déjà fait. Un matin, je me suis assis près de la fenêtre en sirotant un café dont je ne voulais pas regardant le trottoir en contrebas. Un couple passait par là, se tenant la main et riant, leurs doigts entrelacés comme des pièces de puzzle. Je les enviais, non pas parce qu'ils avaient l'air heureux, mais parce qu'ils étaient présents les uns aux autres. Là-bas, la vraie Cali devenait de moins en moins réelle pour moi de jour en jour. Une ombre, un souvenir enveloppé de soie et de fumée. Sa voix, autrefois la bande originale de mes journées, était désormais quelque chose dont je devais me souvenir consciemment. C'est comme essayer de fredonner une chanson qu'on n'a pas entendue depuis des années. Je savais que je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas continuer à tourner sur place, en espérant qu'un fantôme franchirait la porte et s'excuserait. J'avais besoin de vérité, pas de silence, pas de pouvoir, et certainement pas de la lente érosion de ce qu'était ma vie. Alors, j'ai pris une décision. Je la trouverai. Pas pour crier, pas pour supplier, juste pour savoir. Parce que quoi que ce soit qui se cache derrière ce soft, j'ai besoin d'espace, je mérite de le voir face à face. Plus besoin d'imaginer, plus d'espérer. Il était temps de lever le rideau et de regarder la vérité en face. Quoi qu'il en soit, 3 semaines. C'est le temps que je me suis laissé croupir dans le silence. Je me disais chaque jour qu'elle appellerait, que je me réveillerais avec un long message d'excuses. Peut-être que son téléphone était cassé ou qu'elle avait eu une sorte de dépression émotionnelle qui l'avait laissé recroquevillé sur le canapé de Harper, incapable de parler.
Mais 3 semaines d'absence ne sont pas un dysfonctionnement. Ce n'est pas du stress. Ce n'est pas quelqu'un qui découvre les choses. C'est une décision. Et j'en avais fabriqué un moi-même. J'ai préparé un sac de voyage, non pas parce que je pensais en avoir besoin, mais parce que prétendre que ce n'était qu'un voyage rapide m'a aidé à ne pas m'effondrer. Je n'ai dit à personne que j'y allais. Ni ma mère, ni mes collègues. Je viens de monter dans la voiture et j'ai roulé. 6 heures d'autoroute, de tronçons ouverts et de panneaux clignotants de stations-service de chansons que j'adorais transformer en bruit blanc. J'ai répété tous les scénarios possibles dans ma tête. Je l'imaginais en larmes et en train de s'excuser. Je l'imaginais malade ou cachant quelque chose de grave. J'ai imaginé une douzaine de façons différentes de lui pardonner parce que j'espérais encore trouver une raison pour le faire. La maison de Harper se trouvait à la lisière de leur petite ville tranquille, une maison aux panneaux blancs avec des carillons éoliens qui captaient même la brise la plus douce. J'y étais déjà allé 3 fois auparavant. Une fois pour Thanksgiving, une fois pour l'anniversaire de sa nièce et une fois lorsque Callie a insisté pour que j'essaie les scones à la citrouille au café préféré de Harper. Ainsi, lorsque je me suis garé de l'autre côté de la rue, les mains moites sur le volant, tout me semblait étrangement familier, mais étrange. Je n'ai pas frappé tout de suite. Je me suis assis là, regardant le Porsche. Il n'y avait aucun signe de chaos, aucun signe de chagrin ou de réflexion, juste de la paix, du calme, comme si mon mariage ne s'était pas dissous entre ces murs. Finalement, je me suis dirigé vers la porte et j'ai frappé 1, 2 fois, le genre de coup qu'on donne quand on ne sait pas si on veut qu'on l'entende. Et puis elle l'a ouvert. Pas de halètement, pas de choc, juste Callie dans un cardigan que je n'avais jamais vu auparavant. Ses cheveux attachés en chignon lâche, pieds nus, tenant une tasse qui contenait probablement du thé qu'elle n'aimait même pas avant. Elle n'a pas prononcé mon nom, elle ne m'a pas contacté. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement comme si elle venait d'être surprise en train de mentir et qu'elle cherchait des excuses en temps réel. Et, dit-elle doucement, comme si nous nous rencontrions dans une épicerie. Et, j'ai répété le mot amer sur ma langue. C'est ce que j'obtiens après 3 semaines de silence. Elle recula pour me laisser entrer. Aucune invitation, juste une retraite comme si j'étais une tempête qu'elle ne pouvait pas arrêter mais qu'elle pouvait au moins laisser passer tranquillement. À l'intérieur, la maison sentait la cannelle et le tissu neuf. Harper n'était pas chez lui. Je n'ai pas demandé où elle était. Nous nous sommes assis dans le salon, un espace que j'ai déjà félicité pour son confort. Maintenant, c'était comme une exposition de musée sur une vie dans laquelle je n'avais plus le droit. Je ne me suis pas assis. Je ne me suis pas détendu. Je me suis assis sur le bord du canapé, les mains sur les genoux, comme si j'attendais un verdict. Elle a commencé comme d'habitude. Je ne voulais pas que ça se passe ainsi. Et j'avais juste besoin de temps pour réfléchir. Je l'ai laissé parler. Je n'ai pas interrompu. Je voulais qu'elle soit à court de bêtises scénarisées. Je voulais aborder le rôle qu'elle n'avait pas répété. Et puis finalement, elle l'a dit. J'ai croisé Jess. Le nom m'a frappé comme une gifle que je n'avais pas vu venir. Jess, son petit ami d'université. Celui sur lequel elle a pleuré dans son sommeil une fois au cours de notre première année de mariage. Celui dont elle ne prononçait jamais le nom, à moins qu'elle n'explique pourquoi elle ne lui tendait pas la main. Celui à qui elle a dit un jour qu'il avait ruiné son amour avant de me rencontrer. Je ne le cherchais pas, dit-elle rapidement, d'une voix hésitante. C'est juste arrivé. Nous nous sommes croisés lors de cette activité artistique vers laquelle Harper m'a entraîné. Bien sûr, Harper. Le même Harper qui a soudainement cessé de me répondre. La même sœur qui avait souri sur nos photos de mariage, mais qui semblait désormais garder ce secret comme si sa vie en dépendait. Callie baissa les yeux sur sa tasse, son pouce traçant le bord comme si elle voulait tomber dedans. Nous avons parlé du bon vieux temps. C'était sûr, familier. Je l'ai regardée en essayant de trouver la femme que j'avais épousée et celle assise en face de moi, mais elle était floue, lointaine, comme une photo prise à travers une vitre trempée par la pluie. Alors tu m'as fantôme, dis-je lentement. Parce que parler à votre ex vous a permis de vous sentir en sécurité? Non, dit-elle. Ce n'est pas si simple. Ce n'est jamais le cas, marmonnai-je. Elle a continué à parler. Quelque chose à propos de la façon dont le passé est revenu en force. Comment elle ne savait pas ce qu'elle ressentait, combien elle avait besoin de temps pour tout démêler avant de m'impliquer. Chaque phrase était une corde avec un nouveau nœud, et j'avais fini d'essayer de dénouer quoi que ce soit. Tu aurais pu me le dire, dis-je, ma voix plus basse maintenant.
On aurait pu dire, j'ai vu quelqu'un de mon passé et je suis confus. Je l'aurais détesté, bien sûr, mais je l'aurais respecté, mais tu ne l'as pas fait. Vous avez disparu. Tu m'as donné l'impression que je n'avais pas d'importance. Les larmes lui montèrent alors aux yeux, mais je ne tendis pas la main. Je n'ai pas offert de réconfort. J'ai regardé. Je ne voulais pas te faire de mal, murmura-t-elle. Trop tard. Elle m'a regardé comme si elle s'attendait à ce que je me batte, que je la supplie, que je lui demande de rentrer à la maison pour que nous puissions arranger ça. Mais tout ce que je lui ai donné, c'est le silence. Je me suis levé. Vous avez dit que vous aviez besoin de temps pour comprendre les choses, ai-je dit. Mais laissez-moi être clair, Cali. Si vous deviez renouer avec votre ex pour décider si vous vouliez ou non être avec moi, alors vous avez déjà répondu à votre question. Je me suis dirigé vers la porte, mais elle m'a appelé. Je n'avais pas prévu ça. Je ne voulais pas retomber dans quoi que ce soit avec lui. Je ne t'ai pas trompé. Je me tournai pour lui faire face avec émotion. Vous m'avez fantôme tout en gardant vos options ouvertes. Vous avez mis votre bague en pause et vous attendiez à ce que je reste assis pendant que vous testiez le marché. Elle grimaça. Bien. Que ça fasse mal. C'était la seule chose réelle dans la pièce. Elle ne m'a pas suivi dehors. Elle n'a pas demandé quand je reviendrais. Elle n'a pas proposé de solution parce qu'il n'y en avait pas. Alors que je m'éloignais de la maison de Harper, les arbres bordant l'autoroute se sont estompés comme des taches de peinture et le ciel s'est estompé pour prendre la couleur des bleus. Mais pour la première fois depuis des semaines, je n'attendais plus. J'avais la vérité. Et même si cela m'a brisé, au moins je savais sur quoi je me tenais. Je n'ai pas claqué la porte en rentrant à la maison. Je n'ai pas jeté d'objets. Je n'ai pas crié, pleuré ou me suis effondré au sol comme un cliché au cœur brisé. Au lieu de cela, je suis entré dans la cuisine, j'ai ouvert le réfrigérateur, j'ai regardé le carton de lait d'amande intact et j'ai réalisé que je ne me souvenais pas de la dernière fois que j'avais mangé un repas complet. Mon estomac gargouilla comme une protestation, mais je l'ignorais. Je n'avais pas faim. Ni pour la nourriture, ni pour la compagnie, ni pour les excuses. J'étais juste fatigué. J'ai versé un verre d'eau, j'ai bu une lente gorgée et je me suis assis à la table à manger. Cette table avait vu des anniversaires et des dimanches matins avec des crêpes et ses rires. Ce n'était plus qu'une dalle de bois sur laquelle le fantôme d'un mariage était assis en face de moi, silencieux et jugeant. Tu avais besoin de clarté, murmurai-je à voix haute, comme si répéter les mots les rendrait plus crédibles. Alors tu as fantôme ton mari pour voir si ton ex t'avait donné des papillons. C'était absurde. C'était insultant. Mais plus que tout, c'était humiliant. J'avais passé des semaines à essayer de protéger son image dans mon esprit, essayant de croire qu'il y avait une noble raison derrière son silence. Mais tout se résumait à une horrible vérité. J'étais son deuxième choix, la valeur sûre. Le plan de secours qu'elle a mis de côté pendant qu'elle essayait le passé pour en faire une veste qu'elle ne supportait pas de jeter. Je me levai et arpentai le salon, l'air étant trop épais, ma poitrine trop serrée. Je pouvais encore voir son visage lorsqu'elle ouvrit la porte, pas surprise de me voir, juste surprise. Juste fatiguée de me cacher. Elle avait répété ses excuses, adouci sa culpabilité en phrases comme « c'est juste arrivé, et je ne voulais pas faire ça ». Mais cela n'est pas arrivé par hasard. Vous ne tombez pas sur une vieille flamme et n'oubliez pas votre mari à moins que vous ne le vouliez. La colère est venue lentement comme un lever de soleil derrière des nuages d'orage. Je ne criais pas, mais mes mains étaient serrées, ma mâchoire bloquée. Je lui avais tout donné pendant des années d'amour, de loyauté et de compromis discrets. Et quand son cœur a vacillé, elle n'est pas venue vers moi. Elle ne me faisait pas assez confiance pour me dire qu'elle glissait. Non, elle a couru vers le garçon qui l'avait laissé pleurer dans les couloirs du dortoir et avait oublié de l'appeler le jour de son anniversaire. C'est sur cela qu'elle avait besoin de clarté. J'aurais dû lui crier dessus. J'aurais dû crier. Mais quand je me suis levé dans ce salon et que je l'ai regardé dans les yeux, tout ce que j'ai ressenti était un étrange morceau froid. J'ai besoin d'espace, avais-je dit. Ses propres mots lui étaient rendus comme un miroir. Elle cligna des yeux, confuse pendant une seconde. Elle ne s'attendait pas à ce que je m'éloigne. Elle pensait que je la supplierais. Plaidez, battez-vous pour être à nouveau l'élu, mais je n'allais pas me battre pour quelqu'un qui m'avait déjà radié. Je n'étais pas un brouillon qu'elle pouvait modifier et peaufiner. J'étais son mari, pas une éventualité.
Le retour en voiture était plus froid que le vent extérieur. J'ai roulé avec les vitres baissées même s'il faisait trop froid, juste pour que l'air soit suffisamment piquant pour m'empêcher de dormir. Je ne voulais pas réfléchir. Je ne voulais pas ressentir. Je voulais juste que les kilomètres disparaissent derrière moi. Une traînée d'incrédulité brûlant à chaque panneau de limite de ville que je passais. Au moment où je suis arrivé dans l'allée, le soleil s'était couché. J'ai laissé mon sac de nuit dans le coffre et je suis entré directement à l'intérieur. J'ai enlevé mes chaussures, j'ai laissé tomber mes clés sur le comptoir et je me suis effondré sur le canapé, tout habillé, regardant le plafond comme si des réponses y étaient gravées. Je n'ai pas bougé pendant des heures. Finalement, j'ai pris mon téléphone. Il n'y avait aucun nouveau message, aucun appel manqué, ni d'elle, ni de qui que ce soit. J'ai fait défiler d'anciennes photos. Son sourire sur la plage, notre dîner d'anniversaire de l'année dernière, ses selfies au lit avec les cheveux emmêlés et les yeux fatigués. Je voulais les détester. Je voulais tous les supprimer, mais je ne pouvais pas. Pas encore. Ils étaient la preuve qu'il n'en était pas toujours ainsi. C'était une fois qu'elle m'avait choisi sans hésitation. Cette fois-là, je l'ai fait rire d'une manière que Jess ne pourrait probablement jamais pouvoir faire. Et puis j'ai réalisé la différence. J'étais réel, fiable, stable. Il était nostalgique enveloppé de frissons. Un battement de cœur imprudent qu'elle pourrait poursuivre sans réfléchir. Et c'est peut-être ce qu'elle voulait maintenant. Quelque chose d'imprudent. Quelque chose qui lui rappelait qu'elle était encore jeune, toujours libre de choisir. Mais les choix ont des conséquences. Et j'avais fait le mien. J'ai retiré mon alliance. Pas avec du drame, pas avec des larmes, juste calmement, délibéré. Je l'ai tenu dans ma paume pendant un long moment, observant la façon dont il captait la lumière. Je me souviens de la façon dont il brillait autrefois sur sa main, à quel point elle était fière de le porter, combien de compliments elle recevait, comment elle le tordait lorsqu'elle était nerveuse ou jouait avec mes doigts pendant de longs trajets en voiture. Maintenant, cela ressemblait juste à du métal, pas à une promesse, pas à un lien, juste un cercle qui ne s'ajustait plus. Je l'ai déposé délicatement dans le tiroir de ma table de nuit. Cette nuit-là, j'ai dormi dans notre lit pour la première fois depuis des semaines, seul. Pas de texto en attente, pas de disputes imaginaires, juste le silence. Mais c'était mon silence maintenant. Choisi, possédé. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai préparé du café. Noir, pas de lait d'amande. Je me tenais près de la fenêtre et regardais le monde commencer sa journée. Les gens se précipitent, les chiens aboient, les enfants crient. La vie a continué, que j'étais prêt ou non. J'ai pensé à l'appeler, à lui demander si elle avait pris une décision. Mais à quoi ça servirait? Elle l'avait déjà fait. Elle a choisi de disparaître. Elle a choisi de comparer les cœurs comme des produits sur une étagère. Et maintenant, c'était moi qui décidais si je voulais même qu'elle revienne. Et je ne l'ai pas fait. Pas la version d'elle qui regardait notre vie et se demandait si elle était assez bonne. Pas la version d'elle qui replongeait dans le passé pendant que j'arrosais ses fichues plantes succulentes et gardait son siège au chaud. La prochaine fois qu'elle voudrait de la clarté, elle pourrait la trouver sans moi parce que j'avais enfin la mienne. Je suis rentré du travail au son des clés qui tintaient à la porte d'entrée. Pendant un moment, j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'un voisin par erreur ou d'un livreur qui manipulait la mauvaise serrure. Mais ensuite la porte s'ouvrit en grinçant comme elle l'avait toujours fait pour elle. Et elle était là, Cali, devant ma porte, comme si elle n'avait pas réduit notre mariage en braise et ne m'avait pas laissé s'étouffer avec la fumée. Elle entra avec une sorte de confiance prudente, comme si elle ne savait pas si elle était la bienvenue, mais qu'elle allait agir comme si elle l'était. Son maquillage était doux, presque désolé. Mascara soigneusement appliqué, une pointe de rose sur les lèvres. Son sourire était éclatant, trop éclatant, comme l'éclairage d'une scène dans un théâtre vide. Et, dit-elle, joyeuse. Je pensais qu'on pourrait parler. Parler comme si la conversation était un bandage et non une arme. Comme si 3 semaines de silence et une trahison empreinte de nostalgie pouvaient être effacées par quelques mots soigneusement choisis. Je n'ai rien dit. Je me suis juste écarté pour qu'elle puisse entrer. Non pas parce que je le voulais, mais parce que j'avais besoin de voir ce qu'elle pensait de cela. Elle regardait autour d'elle comme une touriste, ses yeux s'arrêtant sur le canapé sur lequel nous nous blottissions autrefois pendant les marathons de cinéma. La bibliothèque qu'elle avait rangée par ordre alphabétique. Les plantes qu'elle m'a dit de ne pas tuer. Tout était pareil et pourtant si douloureusement différent.
Elle s'assit au bord du canapé comme si elle ne savait plus comment exister dans cet espace. Et c'était la première chose honnête qu'elle faisait depuis son arrivée. J'ai beaucoup réfléchi, commença-t-elle. Je m'appuyais contre le mur, les bras croisés, sans lui offrir de réconfort, ni de thé, ni de plateforme. Je la regarde juste, je la laisse parler. Je sais que j'ai tout géré terriblement, dit-elle, ses yeux rencontrant les miens pendant une seconde de trop avant de s'éloigner. J'avais juste besoin de comprendre les choses et j'avais besoin d'espace. C'était encore là. Ce mot, espace, comme si j'étais en désordre, comme si notre mariage était une pièce trop pleine pour qu'elle puisse respirer. J'ai lentement hoché la tête, puis j'ai fait signe à sa main. Enlève ta bague. Elle cligna des yeux, surprise. Quoi? J'ai encore pointé du doigt, ma voix plate. Votre alliance. Enlève-le. Son visage se tordit comme si la demande lui faisait physiquement mal. Elle baissa les yeux sur sa main. La délicate bague en or que nous avons choisie ensemble. Celui pour lequel j'ai économisé 3 mois de salaire. Celui qu'elle a dit un jour lui a fait se sentir choisi. Cela ressemblait maintenant à un mensonge enfoncé dans le métal. Êtes-vous sérieux? Demanda-t-elle, la voix brisée. Très sérieux? J'ai dit. Cette bague appartient à une femme. Vous avez abandonné votre mari. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle pourrait refuser. Je pensais qu'elle se battrait, mais ensuite lentement elle l'a retirée. Sa main tremblait. Des larmes coulaient au coin de ses yeux, épaisses et sans ciller. Elle a posé la bague sur la table basse comme si elle pourrait la mordre si elle la tenait trop longtemps. Au moment où elle a quitté son doigt, quelque chose dans la pièce a changé. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas du soulagement. C'était de la clarté. Ce petit lien nous avait ancrés à un « je pensais que nous pourrions arranger ça » murmura-t-elle, sa voix douce comme du papier. Je pensais que si je revenais, nous pourrions parler, répétai-je en marchant lentement vers la table et en ramassant la bague. Tu as choisi de trouver de la clarté dans les bras de quelqu'un d'autre. Comme l'encre coulait sur le bord d'une lettre d'amour autrefois parfaite. J'ai fait une erreur. Non, j'ai dit, tu as fait un choix alors. Ses épaules tremblaient alors que ses émotions rattrapaient finalement ses décisions. Je n'ai ressenti aucun triomphe à ce moment-là, aucune justification, juste de la tristesse pour la version de nous qui aurait pu être celle qu'elle avait abandonnée. Je n'ai pas couché avec lui, dit-elle soudain, désespérée. Je vous le jure, il ne s'est rien passé. Je l'ai regardé, je me suis arrêté. Mais tu voulais que quelque chose se passe, sinon tu ne serais pas allé chercher. Elle ne l'a pas nié. Elle a juste pleuré. Je me suis assis en face d'elle, pas à côté d'elle, laissant le silence s'étendre. Elle a pleuré dans ses mains pendant que je tenais la bague dans les miennes, ressentant le poids de ce qu'elle signifiait autrefois, de ce qu'elle ne signifiait plus. Je n'étais pas suffisant, dis-je, non pas comme une accusation, mais comme une révélation, et au lieu de me le dire, tu as disparu. Vous m'avez fait me remettre en question. Ma valeur. Vous m'avez laissé porter le poids de votre confusion pendant que vous vous égariez dans le passé. Je ne voulais pas te blesser. Tu l'as fait quand même. Elle me regarda alors, les yeux rouges, le nez qui coule, le maquillage taché comme la fin d'un film triste. Mais ce n'était pas un film. Il n'y avait pas de musique douce, pas d'étreinte sur Tinder, juste 2 personnes assises sur les ruines de quelque chose qu'elles avaient toutes 2 contribué à détruire. Je t'aime toujours, murmura-t-elle. J'ai expiré lentement, puis je me suis levé. Tu aimes l'idée de moi, la commodité, la familiarité. Mais quand c'était important, quand tu devais choisir, tu ne nous as pas choisis. Tu as choisi l'évasion. Elle se leva également, les épaules voûtées. Et maintenant? Je me dirigeai vers la porte et l'ouvris. Les raies de nuit s'est renversé froid et pointu. Maintenant, j'ai dit, tu parais j'ai reconstruit. Elle hésita, les yeux se tournant de la porte. Vers moi. Mais elle a fini par s'en aller. Pas de câlin, pas de promesses, juste des pas qui s'effacent dans la nuit. J'ai fermé doucement la porte derrière elle, je l'ai verrouillée et je m'y suis appuyé, le cœur battant. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose comme la paix. Parce que je n'avais pas crié. Je n'avais pas supplié. Je ne m'étais pas effondré. Je m'étais choisi. Et ce fut le premier pas vers la guérison. Tout a commencé par un texte. Juste une ligne simple et inoffensive. Et, j'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolé.
Tu ne méritais pas ça. Belle, l'amie de Cali, celle qui a toujours semblé être un bruit de fond dans nos vies. Autour de soirées entre filles, dégustation de vin, anniversaire. Toujours souriant, toujours gentil, mais jamais quelqu'un à qui je prêtais beaucoup d'attention. Du moins, pas jusqu'à ce que ma femme fasse exploser notre mariage et disparaisse dans le passé. Maintenant, tout à coup, Belle était sortie de l'arrière-plan et était entrée dans ma boîte de réception. J'ai regardé le message pendant un moment. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je ne savais pas si je devrais le faire, mais quelque chose me tirait. Pas parce que c'était coquet ou suggestif. Ce n'était pas le cas. On vient de le voir. Et après des semaines d'ignorance, d'effacement et de remplacement, ce sentiment est devenu différent. J'ai finalement répondu brièvement et poliment. Merci. J'apprécie cela. Elle a de nouveau envoyé un message quelques heures plus tard. On m'a demandé comment j'allais tenir le coup. Elle a dit qu'elle pensait à moi depuis qu'elle avait entendu ce que Cali avait fait. Qu'elle était là si jamais je voulais parler. Je lui ai dit que je n'étais pas prêt à parler beaucoup. Elle a dit pas de pression. Le lendemain, elle lui a proposé de se retrouver autour d'un café. Il a dit qu'il y avait un petit endroit à mi-chemin entre nos deux quartiers. Terrain neutre, convivial, public. J'ai dit oui. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'étais seul. Peut-être que j'avais besoin d'une sorte de validation. Peut-être que je voulais juste m'asseoir en face de quelqu'un qui ne me mentait pas. Quand je l'ai vue au café, elle était déjà assise, sirotant un thé qui fumait doucement dans la lumière. Elle avait l'air différente, peut-être plus douce que dans mes souvenirs. Ses yeux rencontrèrent les miens avec une sorte d'empathie qui ne semblait pas performative. Et, dit-elle alors que je m'asseyais. Tu as l'air fatigué. Ouais, dis-je en expirant. Je suis. Nous avons parlé de choses normales, rien de trop profond. Le travail, la météo, l'absurdité de l'engouement pour les épices à citrouille qui revient trop tôt. Elle m'a fait rire, vraiment rire, pour la première fois depuis des mois. Il n'y avait aucune pression dans la conversation. Pas de flirt, juste deux personnes partagent en silence, parole et récupération. Mais cela ne s'est pas arrêté là. La semaine suivante, nous nous sommes retrouvés pour le déjeuner. Puis à nouveau du café. Puis une promenade dans le parc près de la rivière où j'emmenais Cali. Sauf que cette fois, je n'ai pas ressenti le besoin de regarder par-dessus mon épaule. Il n'y avait pas de fantôme dans l'ombre, juste une conversation fluide. Pourtant, j'ai remarqué le changement. La façon dont Belle se penchait un peu plus lorsque je parlais. La façon dont elle a incliné la tête quand je lui ai dit quelque chose de triste, comme si elle voulait tout comprendre. La façon dont son rire s'attardait après les blagues, ses yeux ne quittant jamais les miens. Elle a commencé à envoyer des SMS plus souvent, à envoyer des bonjours, à s'enregistrer le soir, sans être intrusif, mais cohérent. Un soir, elle m'a invité à dîner. A dit qu'elle voulait cuisiner pour quelqu'un qui ne critiquerait pas son utilisation de l'ail comme son dernier rendez-vous. J'ai hésité, je lui ai dit que je n'étais pas dans un endroit pour quoi que ce soit. Elle a ri et a dit, ce ne sont que des pâtes, pas une proposition. Alors, je suis allé. Son appartement était petit mais chaleureux, rempli de plantes et d'impressions encadrées de citations que je ne croyais pas tout à fait, mais je l'ai admirée pour avoir aimé. Elle a versé du vin, a joué au jazz bas. Nous avons mangé à la lumière des bougies, non pas à cause de l'humeur, mais parce que sa lumière de cuisine s'était épuisée, et elle ne l'avait pas remplacée. Pourtant, quelque chose à ce sujet semblait intentionnel. Elle était assise près. Son pied a effondré le mien une fois, puis n'a pas bougé. Je me raclais la gorge. Belle, j'ai besoin de dire quelque chose. Elle posa sa fourchette. J'ai attendu. J'apprécie votre gentillesse. Je le fais vraiment, mais je ne suis pas prêt. Je ne cherche rien. Je trie toujours les morceaux de ce qui vient de se passer. Elle hocha lentement la tête, les yeux illisibles. Je sais, et je ne veux pas confondre le confort pour la connexion ou l'attention pour l'affection. Ses lèvres se contractèrent. Pas un sourire, pas tout à fait un froncement de sourcils. Tu penses que j'essaie de commencer quelque chose? Je pense que je me suis expiré. Je pense que vous voyez quelqu'un de vulnérable et vous êtes une bonne personne, mais ce n'est pas juste pour nous. Si cela se transforme en quelque chose que je ne suis pas capable de donner, elle hocha à nouveau la tête. Tu as raison. Mais elle ne s'est pas retirée. Plus tard, alors que je saisissais mon manteau et mes clés, elle m'a marché jusqu'à la porte. Pendant une seconde,
je pensais qu'elle pourrait m'embrasser. Il y avait ce silence chargé, une question tacite qui persiste dans les airs. J'ai reculé. Merci pour le dîner, elle a souri, et cette fois c'était plus doux. Pas déçu, juste retenu. À tout moment, dit-elle. Je suis parti en me sentant à la fois plus léger et plus lourd. Plus léger parce que j'avais dit ce qui devait être dit. Plus lourd parce que je savais que j'avais vu quelque chose dans ses yeux qui ne disparaîtrait pas juste parce que je n'étais pas prêt pour ça. Les prochains jours, je n'ai pas entendu parler d'elle. Pas de texte, pas de mème, pas de chèques occasionnels. Une partie de moi la manquait. Une partie de moi était soulagée. Mais une autre partie, alors que je ne voulais pas admettre exister, je me demandais si je venais de rejeter la première personne qui m'a fait sentir que je n'étais pas complètement invisible depuis le départ de ma femme. Pourtant, je savais que c'était juste. Je n'allais pas sortir d'une promesse brisée de tomber dans quelque chose qui ne pouvait pas survivre au poids de ma guérison. Belle avait de bonnes intentions, peut-être même de vrais sentiments. Mais la gentillesse, lorsqu'elle est mélangée au timing et au chagrin, peut être confondue avec quelque chose de plus grand qu'il ne l'est. Je n'étais pas une pièce de puzzle qu'elle pouvait intégrer dans une nouvelle image. J'étais. Toujours à savoir qui j'étais sans Cali. Et la vérité était que je ne voulais pas être l'occasion de quelqu'un. Pas encore. Ça a commencé avec un coup. Sauté, impatient, comme quelqu'un qui ne demandait pas seulement à être laissé entrer, mais l'exige. J'étais en train de réorganiser le placard. Non pas parce que je devais le faire, juste une de ces tâches que vous effectuez lorsque vos pensées sont trop bruyantes et que votre cœur est en place. Je ne m'attendais à personne. Certainement pas elle. J'ai ouvert la porte et il y avait Cali. Chino, les yeux écarquillés, portant la même veste que je lui ai achetée il y a 2 Noëls, celle qu'elle a dit une fois là se sentir maintenus ensemble. Ses lèvres étaient séparées, mais les mots sont venus comme des balles. Alors, tu vois belle maintenant? Non. Bonjour. Non. Pouvons-nous parler? Juste accusation. La jalousie enveloppée d'incrédulité. Je n'ai pas tressailli. Je m'attendais à quelque chose comme ça. Je ne savais pas quand ni comment ça viendrait. Mais au moment où je sentais que le nom de Belle suspendu trop souvent dans les airs, je savais que la journée arriverait lorsque Cali a réalisé que son deuxième choix avait fait le sien. Je suis désolé, dis-je, appuyant contre le cadre de la porte. Tu m'as entendu, elle a cassé. Vous sortez avec elle? Je l'ai regardée pendant un long moment, puis j'ai demandé. Pourquoi vous en souciez-vous? Elle cligna des yeux comme si je l'avais giflée, mais je ne l'avais pas fait. Même pas proche. Pas comparé à ce qu'elle a fait. Tu m'as fantôme, dis-je calmement. Vous avez reconnecté votre ex. Tu es revenu parce qu'il ne voulait pas de toi, pas parce que tu m'as choisi. Ce n'est pas vrai, dit-elle rapidement. Trop rapidement. C'est exactement vrai. Elle est entrée à l'intérieur sans invitation, passant devant moi comme si elle avait encore droit à cet espace. Je ne l'ai pas arrêtée. Laissez-la se tenir dans l'appartement qu'elle a abandonné, entouré de meubles qu'elle accueillit. Des souvenirs dont elle s'éloigna. Je suis revenu parce que j'ai réalisé ce que nous avions compté, a-t-elle dit, sa voix craquant juste assez pour paraître authentique. Non, j'ai dit que tu es revenu parce que Jess ne t'aimait pas. Elle avait l'air de l'inviter. Bien. Laissez-le piquer. Vous ne le savez pas. J'ai croisé les bras. N'est-ce pas? Parce que cela n'a pas fallu longtemps pour que vous puissiez retrouver votre chemin après cela. Se sont heurtés les uns aux autres. Le conte de fées s'est effondré. Elle était silencieuse un instant, puis adoucit son ton. Est-ce sérieux avec Belle? Je me suis moqué. Vous perdez le droit de demander cela lorsque vous disparaissez et que vous me laissez me demander si jamais je voulais dire quelque chose. Mais c'est mon ami, dit Cali, déplace soudain sa position. C'est foiré, tu ne penses pas? Et ce que tu as fait n'était pas, dis-je, marchant vers la table et reposant les 2 paumes sur son bord. Tu as fantôme ton mari pour explorer les sentiments pour ton petit ami d'université. Et maintenant tu es ici en colère parce que j'ai pris un café avec quelqu'un qui m'a vraiment parlé comme un être humain. Tu ne suis pas en colère, j'ai menti. Où vous m'avez laissé? Fenêtre, à moitié vivante, toujours. Il y a une différence. Et la seule erreur était de penser que je serais toujours là à attendre que vous en faisiez un autre. Sa voix vacilla alors. Tu as vraiment fini avec moi? Je l'ai regardé dans les yeux,
ces mêmes yeux qui se sentaient comme à la maison et hocha la tête. Je ne t'ai pas laissé te rendre jaloux, a-t-elle ajouté. J'ai ri. Creux. Vous n'en aviez pas besoin. J'étais déjà brisé. Mais j'ai reconstruit, Cali. Et en reconstruction, j'ai réalisé quelque chose. Je ne suis pas jaloux. Je suis libre. Elle s'est précipitée vers moi comme elle pouvait encore changer cela. Réécrivez toujours le chapitre. Vous regretterez cela, a-t-elle dit. Les mots n'ont pas crié. Ils ont été chuchotés comme une menace, elle n'était pas assez forte pour se faire à haute voix. J'ai souri. Pas par dépit, mais parce que j'ai finalement compris. Pas autant que je regretterais de vous avoir repris. C'était là. La fin. Elle est partie sans un autre mot. Et cette fois, je n'ai pas suivi. Je ne l'ai pas regardé descendre les escaliers ni fermer la porte lentement comme dans ces scènes de films que nous avions l'habitude de pleurer. Je suis resté là calme et entier. Après un certain temps, je suis allé au canapé et je me suis assis. Mon téléphone buste. Un message de Belle. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aucune pression pour répondre. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je ne l'appréciais pas, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, j'allais bien assis dans le silence. Pas le silence que Cali a utilisé pour armer. Pas celui rempli d'incertitude ou de désir. C'était le mien, et il n'avait pas besoin d'être rempli par personne d'autre. La première fois que j'ai vu sa voiture, je pensais que c'était une coïncidence. Il était garé en face de mon gymnase. Moteur, Windows a teinté juste assez pour vous faire vous demander qui était derrière eux. J'ai fait une double prise, plissé les yeux. Les assiettes étaient familières, trop familières. Mais je me suis dit que ça ne pouvait pas être elle. Cali ne se pencherait pas à ce niveau, n'est-ce pas? Puis je l'ai revue le lendemain. Strict différente, même voiture, juste assis là au ralenti devant mon complexe d'appartement comme une pensée oubliée. Je m'arrêtais à m'y être, épicerie à la main, regardant droit le pare-brise. Il n'a pas bougé. Personne n'est sorti. Après un moment, je me suis retourné et je suis entré à l'intérieur, faisant semblant de m'en fichier. Mais à l'intérieur, mon estomac était un nœud. Le lendemain matin, il a été garé à la fin de mon bloc lorsque je suis allé courir. Juste là, comme elle voulait être vue, mais pas connue. Actuel, mais distant, assez proche pour honter assez loin pour éviter les conséquences. Ce n'était pas romantique. Ce n'était même pas désespéré. C'était étrange. Je ne lui ai pas envoyé de SMS, je n'ai pas appelé. Je n'allais pas nourrir le récit qu'elle écrivait dans sa tête. Mais à la fin de cette semaine, j'ai fini de prétendre que cela n'avait pas d'importance. Je me suis assis sur le bord de mon lit, des doigts planant sur mon téléphone pendant plusieurs longues minutes, tapant et supprimant une douzaine de versions de ce que je voulais dire. Finalement, je me suis installé sur la vérité. Veuillez arrêter de me suivre. Ce n'est pas ça. C'était tout. Pas de colère, pas d'accusation, juste une ligne dans le sable. Elle n'a pas répondu, pas avec des mots. Mais après cela, l'observation s'est arrêtée. Sa voiture ne s'est pas présentée à l'extérieur du gymnase. Il ne se cachait pas dans des ombres près de l'appartement. Je n'avais plus à jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule ou à plisser à travers du verre. Elle était repartie, mais cette fois, pas avec le silence, avec évitement, avec honte. Pourtant, je ne me sentais pas en sécurité. Pas dans le sens paranoïaque, dans l'émotionnel, parce que maintenant j'ai réalisé qu'elle n'avait pas fini. Elle ne savait tout simplement pas comment lâcher prise. Et cela m'a perturbé plus que sa présence physique. J'ai passé les prochains jours à essayer de récupérer la normale. Je suis allé travailler, j'ai nettoyé l'appartement, j'ai pris des boissons avec des collègues, j'ai lu le livre que j'avais laissé à moitié fini pendant 2 mois. Mais même dans ces moments, je l'ai senti faire écho. Chaque fois que la porte grinçait, je tressaillissais. Chaque fois que mon téléphone bourdonnait, je me préparais. Je m'attendais à un message, à une grande confession, à des excuses enveloppées de culpabilité et de rose ou pire. Une autre manipulation déguisée en sincérité, mais rien n'est venu. Et c'était peut-être sa version de goodbye. Un soir, je me suis assis sur mon balcon alors que le soleil plongeait sous l'horizon. La brise était fraîche, le genre qui sent la chute comme la chute avant même que les feuilles ne prennent. J'ai regardé les gens se déplacer dans leur vie en dessous. Couple walking dogs, parents guidant les poussettes, les adolescents à vélo avec une joie imprudente.
tous ignorant les petites victoires qui se produisent au-dessus d'eux. Parce que pour la première fois depuis le début de ce démontage, je n'avais pas l'impression que le monde me regardait saigner. Je me sentais immobile. J'ai repensé à la façon dont elle disait, nous avons juste besoin d'une pause. Comme si les relations étaient des films, vous pourriez faire une pause. Comme si la loyauté pouvait être étirée comme élastique et remonter en place. Mais ce n'est pas ce qu'est l'amour. L'amour n'est pas flexible en matière de trahison. Il ne se penche pas dans la malhonnêteté ou ne se plie pas dans des boîtes soignées lorsqu'une personne décide de disparaître. L'amour, le vrai amour, les séries où ça va. Il ne plane pas à l'extérieur des gymnases et ne s'attarde pas derrière la vitre. Elle n'a pas mis en suspension notre mariage. Elle l'a quitté. Le matin après avoir envoyé le message, j'ai ouvert mon tiroir pour attraper des chaussettes et j'ai trouvé le coin d'une photo qui poussait sous le coton plié. Je l'ai retirée lentement. C'était une photo de notre lune de miel. Cali dans une robe d'été, ses pieds nus dans le sable, riant de quelque chose que j'avais dit. Je me souvenais clairement de ce jour. La façon dont nous nous sommes disputés sur un écran solaire. La façon dont nous avons dansé sur le balcon à la musique jouant de la chambre de quelqu'un d'autre. La façon dont je croyais en elle si complètement. Je l'ai presque déchirée en deux. Presque. Au lieu de cela, je l'ai glissée dans une enveloppe, je l'ai scellée et je l'ai glissée dans un tiroir que j'ai rarement utilisé. Pas de désir, hors de fermeture. Parce qu'il ne s'agissait pas de l'oublier. Il s'agissait de se souvenir de moi. Le Mickey a préparé le dîner pour deux et s'est levé par le silence. Le Mickey a rythmé le salon se demandant ce qu'il a fait de mal. Le Mickey a appris beaucoup trop tard cet amour sans honnêteté n'est que la chorégraphie. Beau à regarder, vide pour vivre. Le week-end, j'ai commencé à replanter les plantes succulentes. Celui qu'elle m'a dit de ne pas oublier d'arroser. La plupart étaient morts, cassant aux tiges, creux aux racines. Mais celui-ci, juste au moment où j'avais survécu d'une manière ou d'une autre. Il était petit, à peine accroché au verre, mais vivant. Souvent, obstinément, je l'ai replanté avec un nouveau sol et je l'ai mis sur le rebord de la fenêtre. C'était symbolique. Cette nuit-là, alors que je préparais le dîner pour un, je mets la table de toute façon. Serviette en tissu, verre de vin, musique bas en arrière-plan. Pas pour elle, pas pour personne qui regarde, juste pour moi. Et quand j'ai levé la fourche vers ma bouche, j'ai souri. Non pas parce que j'avais complètement continué, mais parce que je me suis déplacé assez loin pour me choisir. Elle pouvait suivre, elle pouvait regarder, elle pouvait se demander, mais elle ne se rapprocherait plus jamais parce que je n'étais plus la sienne à hanter. Belle m'a de nouveau envoyé un message. Cela faisait quelques semaines depuis notre dernière véritable conversation. Celui où je lui ai dit que je ne pouvais pas lui donner ce qu'elle cherchait. Pas maintenant. Peut-être jamais. Elle l'avait accepté gracieusement. N'a pas poussé. Ne s'est pas enraciné. Je suis juste reculé dans l'ombre de ma guérison. Mais certaines personnes ne se retirent jamais complètement. Ils planent, attendant, espérant que vous ne vous transformez pas peut-être. C'est à quoi ressemblait ce message. Et, tu veux se rencontrer pour un café? Tout comme les amis. Je le promets. Je l'ai lu 3 fois avant de répondre, puis j'ai tapé lentement, d'accord, 1 heure. Nous nous sommes rencontrés dans un petit endroit caché derrière une librairie. Le genre de café où tout était fait de bois récupéré, et les baristas portaient des verres à colmus épais et des foulards en tricot, même quand il n'était pas froid. Elle était déjà assise quand je suis entré, un cappuccino entre ses paumes, de la vapeur se levant entre nous comme si elle souriait quand elle me voyait, nerveuse, pleine d'espoir. Je me suis assis et j'ai offert un petit signe de tête. Pas de câlin, pas de touche décontractée, juste de présence. L'avez-vous été? Elle a demandé. J'ai recalibré, ai-je dit. Essayez de respirer dans un espace qui ressemble enfin à la mienne. Elle hocha lentement la tête, je scannais mon visage comme si elle cherchait des fissures. Vous semblez plus ancré, plus calme. J'y arrive, j'ai dit morceau par morceau. Il y eut une pause. Elle a siroté sa boisson. Je n'ai pas touché le mien. Je veux dire quelque chose, dit-elle doucement, posant sa tasse. Et je sais que vous ne voudrez peut-être pas l'entendre, mais je dois le dire quand même. Je me suis préparé. Je t'aime et je ne veux pas dire seulement la version de guérison cassée de toi. Je t'ai aimé avant le début de tout ce gâchis. Avant le départ de Cali, avant d'être disponible, elle a expiré.
Mais je sais aussi que je suis arrivé trop tôt et peut-être pour de mauvaises raisons. Mais ce que je ressens maintenant, ce n'est pas une question de timing. C'est réel. Je l'ai regardée et je n'ai pas douté de sa sincérité. Pas une seconde. Elle voulait dire chaque mot. Et dans une autre chronologie, nous aurions peut-être pu avoir quelque chose. Quelque chose construit lentement, proprement, sans la tige de trahison qui s'attarde toujours dans les coins. Mais pas cette chronologie. Je te crois, dis-je doucement. Je fais. Mais cela ne change pas le fait que je ne suis pas prêt. Et il ne serait pas juste de vous utiliser comme un endroit doux pour atterrir. J'ai besoin de savoir qui je suis sans que les attentes de quelqu'un d'autre ne me façonnent. Ses lèvres tremblaient légèrement, mais elle hocha la tête. Je sais. Je voulais juste que vous l'entendez de moi, pas par des chuchotements ou des hypothèses. Nous nous sommes assis en silence un instant, puis je me suis penché en avant. Je veux être clair, réel. Je ne suis pas un projet. Je ne suis pas ton rebond. J'apprécie votre soutien plus que je ne peux dire, mais c'est tout ce qu'il peut être. Elle sourit, mais c'était serré, s'estompant. Je comprends. Je me tenais. Elle l'a fait aussi. Pas de câlin cette fois non plus. Juste la douleur calme de deux personnes qui voulaient quelque chose au mauvais moment. Alors que je retournais à ma voiture, je l'ai remarqué à nouveau. Une voiture garée dans le coin le plus éloigné du lot. Gris, teinté, trop familier. Je n'ai pas cassé la foulée. Je n'ai même pas tourné ma tête complètement. Juste un coup d'œil. Mais je connaissais Cali. Elle était assise là en faisant semblant de faire défiler son téléphone comme si ce n'était pas la 6e fois que je l'avais surpris en train de me regarder à distance. Je ne m'approchais pas. Je n'ai pas salué. Je ne l'ai même pas reconnu. Je suis monté dans ma voiture, j'ai commencé le moteur et j'ai regardé en avant. Ma mâchoire s'est resserrée. Mon pouls est resté stable. Je m'attendais à une réaction après la dernière fois. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle continue de jouer comme si elle avait le droit de faire partie de ce récit parce qu'elle ne l'a pas fait. Elle était dans le public qui regardait maintenant à partir d'un siège qu'elle possédait et j'avais fini de jouer pour quelqu'un qui n'a applaudi que quand c'était pratique. Plus tard dans la soirée, je me suis assis dans mon appartement en faisant défiler mon téléphone et quelque chose d'étrange s'est produit. Je n'ai ressenti le besoin de parler à personne. Je ne tenais pas la main pour m'enregistrer ou pour me sentir vérifié. Je n'attendais pas un texte ou des excuses ou une mémoire pour refaire surface. Je me suis juste assis encore entier. Pas guéri, pas encore, mais proche. Je me suis levé et je me suis dirigé vers le tiroir où j'ai gardé sa bague. Pas par nostalgie, hors de la finalité. Il était toujours là, intact, froid, sans vie. Un cercle qui avait autrefois tout signifié et ne signifiait plus rien. Je ne l'ai pas jeté. Cela aurait fait son sujet. Je ne l'ai pas gardé pour le sentiment. Cela aurait fait pour nous. Je l'ai gardé pour me souvenir de moi. L'homme qui a survécu a aimé quelqu'un qui ne pouvait pas le choisir quand cela importait le plus. L'homme qui a fixé des limites lorsque le monde s'attendait à ce qu'il continue de saigner juste pour mettre tout le monde à l'aise. L'homme qui, pour la première fois de sa vie, savait exactement où il avait fini et où quelqu'un d'autre a commencé. Lignes, limites, pas les murs, mais les clôtures, pas la colère, mais la clarté. Donc, lorsque le numéro de Cali est apparu sur mon téléphone le lendemain matin, je n'ai pas hésité. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'avais pas besoin de savoir ce qu'elle voulait ou pourquoi elle tendit la main. Je viens de frapper bloc parce que son accès n'était pas seulement révoqué. Il avait expiré. Il y a un tiroir dans ma chambre, je suis rarement ouvert. Le troisième du haut. Celui que j'ai utilisé pour garder des échantillons de Cologne, des cartes d'anniversaire, des reçus dont j'aurais pensé avoir besoin, mais je n'ai jamais regardé à nouveau. Maintenant, il ne contient qu'une seule chose, sa bague. Il repose au centre d'une petite boîte en velours. Pas celui de la proposition qui s'est perdue dans le chaos de déménager il y a des années, mais celle que j'ai trouvée dans un grand magasin quand j'avais besoin d'un endroit sûr pour le mettre après l'avoir glissé et l'a mis sur notre table basse comme si c'était une serviette, pas une promesse. Je ne l'ai pas gardée pour me souvenir d'elle. Je l'ai gardée pour me souvenir de moi parce qu'il y avait une version de moi qui avait supplié son amour avec chaque compromis silencieux, chaque pardon silencieux. Une version qui croyait que la loyauté signifiait jamais abandonner, peu importe à quel point l'autre personne était déjà à mi-chemin. Une version qui a mesuré l'amour par combien de temps il pouvait tenir, et non par si l'autre personne tenait. 2. Cet homme est parti.
Maintenant, quand je regarde la bague, je ne vois pas la femme qui la portait. Je vois l'homme qui l'a achetée. L'homme qui pensait que l'amour était suffisant. Qui pensait que les promesses étaient incassables juste parce qu'il les a pris au sérieux. Qui croyait que s'il faisait tout correctement, rentrait à l'heure, se souvenait des anniversaires, j'ai dit que je t'aime chaque matin, il serait en sécurité. Mais l'amour ne fonctionne pas comme ça. Le mariage non plus. Kali n'était pas le méchant. Elle n'a pas pris d'assaut de nos vies avec un autre homme sur son bras et son venin dans sa voix. Elle n'a pas crié, n'a pas jeté des choses, n'a pas laissé une trace de destruction. Elle vient de partir. Et c'est pire parfois parce que les méchants facilitent la haine, facile à guérir. Mais quand quelqu'un disparaît en silence, lorsqu'il sort avec un murmure au lieu d'un slam, vous êtes laissé à chaque instant en vous demandant ce que vous avez manqué, ce que vous avez fait de mal, ce que vous auriez dû voir. Et la vérité est que je n'ai rien manqué. Elle l'a fait. Elle a raté l'homme qui aurait traversé le feu pour elle. Elle a raté la chaleur d'une maison qui ne lui a pas demandé de rétrécir. Elle a raté une loyauté qui n'a pas tressailli même lorsqu'elle lui a donné toutes les raisons. Et peut-être, juste peut-être, elle s'est rendue compte trop tard. Mais j'ai fini de tenir un espace pour les gens qui ne se souviennent que de ma valeur et de mon absence. Je ne vais pas chercher des mises à jour sur sa vie. Je ne vérifie pas ses sociaux. Je ne demande pas à des amis communs comment elle va. Je n'ai pas besoin de savoir si elle a trouvé quelqu'un d'autre ou si elle est assise dans un autre appartement en me demandant pourquoi je ne l'ai pas chassée plus fort parce que j'ai cessé d'essayer de gagner à un match que je n'ai jamais accepté de jouer. Je ne suis pas amer. C'est la partie étrange. Je pensais que je le serais. Je pensais que je porterais le goût vif de la trahison dans ma bouche pour toujours. Mais au lieu de cela, il y a cette clarté, une compréhension silencieuse que l'amour ne devrait jamais ressembler à une survie. Que quiconque vous demande de rétrécir de rentrer dans son indécision ne mérite pas votre certitude. Ces jours-ci, ma vie est plus silencieuse, pas vide, juste plus simple. Je vais travailler. Je cuisine pour moi. Je dors sans me demander où elle est ni pourquoi elle n'est pas rentrée à la maison. Je réorganise l'appartement, non pas par dépit, mais pour le faire. La bibliothèque n'est plus alphabétisée. Je laisse les plantes succulentes mourir, à l'exception de celles qui s'accrochaient en quelque sorte à la vie. Et celui-là, il est en plein essor maintenant, comme moi. Les gens demandent parfois, que s'est-il passé? Pas toujours directement. Parfois, c'est dans leur ton. Dans la façon dont ils disent, n'ont pas vu Kali. Ou, revenez-vous en solo? Et je leur dis la vérité, dépouillée de drame ou de pitié, elle est partie. Je suis resté. C'est l'histoire. Je n'explique pas. Je ne le revis pas. Je ne leur donne pas les titres du chapitre et je les laisse feuilleter mon chagrin parce que l'histoire n'est plus la sienne. C'est à moi et j'ai réécrit la fin. Certaines nuits, je me retrouve à tenir la bague. Pas souvent, pas avec le désir, juste avec une réflexion silencieuse. C'est un symbole maintenant, pas du mariage, pas d'amour perdu, mais d'une ligne que j'ai finalement attirée dans le sable. Cela me rappelle que je peux dire non, que je peux m'éloigner, que je peux choisir moi-même et ne pas me sentir coupable pour cela. Pendant longtemps, je pensais que l'amour signifiait rester, se battre, prouver votre valeur. Mais le véritable amour ne vous demande pas de prouver quoi que ce soit. Cela vous rencontre là où vous êtes, vous tient la main et dit, nous sommes dans le même point. Kali ne pouvait pas faire ça. Pas quand il comptait. Et je ne pouvais pas passer le reste de ma vie à attendre que quelqu'un se présente lorsque j'avais déjà franchi la ligne d'arrivée seul. Alors maintenant, je garde la bague. Ne pas porter, pas pour vendre, pas même pour revenir, mais se rappeler que le choix de soi n'est pas égoïste. C'est la survie. C'est guérir. C'est la paix. Et la paix, j'ai appris, n'est pas bruyante. Il ne vient pas avec une fanfare ou des applaudissements. Il vient dans le bourdonnement silencieux de votre propre souffle. Dans la pesanteur d'une décision finalement prise, dans le confort de se réveiller et de ne pas avoir besoin de personne d'autre pour valider votre valeur. Je garde sa bague dans un tiroir maintenant, pas pour ne pas me souvenir d'elle, mais pour me souvenir de moi. Parce que je me suis finalement choisi et je ne regarde pas en arrière.